Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner en ce dernier jour de la semaine sur Monaco Info. Nous sommes le 1er juin et voici les titres de votre journal. Monaco accueillera les prochains Jeux des petits États d'Europe. Le drapeau a été officiellement remis par le pays hôte Andorre aux représentants de la principauté lors de la cérémonie de clôture de ces Jeux dont nous dresserons le bilan dans quelques minutes avec notre premier invité Jean-Pierre Schebel. Ils ont parcouru exactement 36,8 km dans le cadre du jumelage entre Monaco et Dolceacqua. Une marche symbolique reliant les deux villes par le bord de mer a de nouveau été organisée. Une de nos équipes a suivi les volontaires. Être parent est un métier difficile, mais il est aussi incroyablement gratifiant. Ce dimanche, nous célébrons la journée de la parentalité partout dans le monde et chez nous avec le réseau Entre Parents. Direction d'abord la salle Gaston Médecin où Monaco s'est qualifié pour les demi-finales de Betclic Elite. La Roca Team est venue à bout du Mans cet après-midi. Score final 85-76. Elio Kobo a été l'homme du match, auteur de 23 points. Les hommes de Vassilis Spanoulis affronteront l'Asvel en demi-finale. Défaite en revanche pour les espoirs. Leur beau parcours s'est arrêté en finale du Trophée du Futur. Ils ont été battus par Bourg-en-Bresse cet après-midi. Sur le circuit de Catalogne, Charles Leclerc a atteint son premier podium au Grand Prix d'Espagne. Au volant de sa Ferrari, le pilote monégasque a été le troisième à franchir la ligne d'arrivée derrière les deux McLaren. C'est Oscar Piastri, parti en pole position, qui a remporté la course devançant de peu son coéquipier Lando Norris. Poursuivons avec cette image forte et symbolique, le drapeau des Jeux des petits États d'Europe transmis de l'État hôte Andorre à Monaco, organisateur en 2027. Vous l'avez vécu en direct sur Monaco Info, c'était hier soir lors de la cérémonie de clôture de cette 20e édition. It is with humility, honor and ambition that Monaco receives this flag of the Games of the Small States of Europe for the third time of its history, after 1997 and 2007. This transmission is not only a burden of responsibilities, but more importantly, a symbol of friendship, respect, excellence prevailing within our community. David Tomatis qui a également saisi l'occasion pour remercier les organisateurs et pour féliciter tous les participants. Après une semaine de compétition acharnée, les Jeux des petits États d'Europe ont donc pris fin hier soir. Cette année, les athlètes monégasques ont décroché 44 médailles, dont 16 en or, 13 en argent et 15 en bronze. Un record absolu pour la principauté à l'extérieur, bien au-delà des 33 médailles récoltées à Malte en 2023. Monaco termine 4e du classement général, derrière les trois poids lourds que sont Chypre, le Luxembourg et l'Islande. Pour dresser le bilan de cette semaine, nous sommes en duplex avec le président de la commission technique des Jeux. Bonsoir Jean-Pierre Schebel. Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir pour évoquer avec nous les Jeux des petits États d'Europe. Cette 20e édition aura été une édition record pour Monaco. Oui, c'était une très belle édition au niveau des résultats puisqu'on a enregistré donc 13 médailles d'or et 44 médailles au total, ce qui est en tout cas pas loin de ou égaler ou battre nos records précédents en effet. 123 athlètes composaient cette délégation monégasque. C'est la première fois que Monaco présente une délégation aussi importante à des Jeux. Oui, parce qu'il y avait plus de sports que d'habitude, il y avait plus de sports d'équipe et puis même de sports nouveaux comme c'était la gymnastique rythmique ou les ballets nautiques et je veux dire c'était en effet plus de sport. Vous parlez d'équipe, est-ce que vous avez ressenti ce sentiment d'unité dont nous avons parlé notamment dans le magazine JPE, le débrief présenté par Émilie Rousseau et Frédéric Elion? Oui, c'est vrai que ces Jeux des petits États d'Europe, c'est une particularité qui est pour Monaco qui est exceptionnelle puisqu'on rassemble sur un même drapeau différents sports ensemble, différentes nationalités et ça fait vraiment l'unité de groupe des sportifs de Monaco qui se retrouvent tous ensemble et ça crée un état d'esprit tout à fait particulier et tout à fait sympathique. Lors de la cérémonie de clôture, Andorre a passé le témoin à la principauté car en 2027, Monaco va accueillir les Jeux des petits États d'Europe. Oui, on a en effet ce beau challenge dans 2 ans de pouvoir faire pour la 3e fois ces Jeux des petits États à Monaco et c'est une belle aventure en effet qui s'ouvre à nous. Ces Jeux représentaient vos derniers Jeux en tant que président de la commission technique des JPE. Comment vous avez vécu ce moment ?
Ben, je l'ai vécu, je dirais, intensivement parce que les tâches ont été nombreuses et diverses. Donc c'était très, je dirais, soutenu en occupation, mais c'était très sympathique. En tout cas, je suis très content de clore je dirais, ces 15 ans de présidence de cette commission technique. Mais on vous retrouve quand même à Monaco dans 2 ans. Pourquoi pas, absolument, avec plaisir en tout cas. Merci beaucoup Jean-Pierre Chobel d'avoir été notre invité sur Monaco Info depuis Andorre. C'était un plaisir pour moi. 2 ans, ça se fête. Monaco et Dolce Acqua ont célébré leurs 2 années de jumelage hier, avec, comme le veut la tradition, une marche symbolique reliant les 2 villes. Par le bord de mer, les volontaires ont parcouru près de 37 km. La mairie leur avait donné rendez-vous à 7 h pour une arrivée dans la commune italienne en fin de journée. Marie Bonnet-Blanc et Julien Logier. C'est parti pour 36 km. Il est 7 h du matin. Ils étaient une petite trentaine à s'élancer sur un parcours rythmé par plusieurs étapes, ouvert à tous et vu comme un pèlerinage grâce à son côté historique. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à Monaco, entre autres mes grands-parents, la famille, qui sont venus à l'époque où Monte Carlo se construisait, où ils ont commencé à chercher du travail là. Et évidemment, les premiers voyages se faisaient à pied. Ils sont venus à pied, ensuite ils sont revenus au village, ils ont récupéré la famille, ils sont installés à Monaco. Et dans l'autre sens, il y a beaucoup de gens de ces vallées, de la vallée d'Herve en particulier, qui viennent maintenant régulièrement travailler à Monaco, en particulier sur l'établissement de la SBM ou autre. Et donc ce lien, il est, je dirais, quasiment naturel et on le perpétue, simplement. À la mi-journée, les marcheurs ont pu se restaurer, mais certains avaient besoin d'un petit coup de pouce. Ça va donner des forces, c'est de la vitamine. C'est pas que du sucre, c'est de la vitamine. C'est un véritable lien d'amitié qui s'est créé entre les 2 villes. Dolce Acqua tient à conserver ses liens avec Monaco. On cherche de faire des choses d'amitié. Ça veut dire que la fabrication soit faite plus facile, plus simple et d'amitié. Et on se connaît, on peut faire son papa la marche, on fait des compétitions de tennis, des padels. Bon, on va faire beaucoup de choses, on se connaît bien. Après, il y a beaucoup de personnes qui habitent à Monaco, mais sont originaires de la Notte de Dolce Acqua, de la Nervia. Et ça plaît tout le monde, ça marche très bien. Après plus de 7 heures de marche, ils sont arrivés à destination fatigués mais fiers d'avoir partagé ce moment tous ensemble. L'année dernière, je voulais le faire, mais j'ai pas pu. Et du coup, quand j'ai vu qu'ils refaisaient cette année, je me suis dit c'est le moment de le faire. Donc voilà. Ça a été dur avec la chaleur, les montées, les descentes, mais c'était une belle expérience. L'année prochaine, le sens de la marche sera inversé avec un départ de Dolce Acqua et une arrivée prévue à Monaco. Autre célébration, ce premier jour du mois de juin est marqué par la journée de la parentalité, l'occasion de mettre en avant l'engagement, la patience et l'amour inconditionnel des parents. À Monaco, c'est au Neptune qu'un événement spécialement dédié à la famille a été organisé par le réseau Entre Parents. Marie Bonnet-Blanc et Camille Caloni y étaient. Regardez. Au programme cuisine, jeux, maquillage ou encore vide dressing, un moment ludique autour d'une journée dédiée aux parents. On apprend, ça dépend, il y a pas mal d'ateliers, donc il y a des choses qu'on ne connaît pas. On vient de faire un stage de relaxation, c'est qui est assez sympathique, et respiration. On profite aussi pour les enfants, c'est toujours différent de leur apprendre par exemple à manger. Si ce n'est pas le papa et la maman qui expliquent, ça change tout. Et on profite aussi pour voir comment les autres parents se portent, comment les autres enfants se comportent, et les mettre tous ensemble, c'est important. Plusieurs petits groupes répartis autour des tables. Ici, c'est l'atelier cuisine avec une recette facile et accessible pour faire des barres de céréales. Alors, ils nous demandent à peu près 50 grammes de chaque élément, que ce soit de l'amande, que ce soit de la compote. On a pris aussi de la purée d'amande encore. On a pris du muesli aussi. Et puis après, je crois qu'on mélange tout. Ils vont peut-être patouiller un petit peu et puis après, ça sera au four. Simple et efficace, plusieurs astuces ont été délivrées aux parents. Dans un autre atelier, on apprend à organiser la chambre des enfants. Ça peut changer, peut-être qu'elle trouve plus facilement ses jeux, vraiment les mettre par catégorie, je sais pas, je dis une bêtise, poupée, voiture, Lego, voilà, comme ça elle sera plus simple avec un pictogramme ou une écriture, ça peut être pas mal. Des professionnels ont fait le déplacement pour faire de la prévention auprès des parents, notamment en ce moment avec les départs en vacances, la chaleur et les trajets en voiture. Le plus important, c'est de connaître les lois, notamment la loi d'eau rouge jusqu'à minimum 15 mois et le fait de garder un siège auto jusqu'à 10 ans parce que ça, c'est vraiment pas, les parents ne sont pas du tout informés là-dessus. On vient pour rappeler ces règles-là, faire de la prévention et aussi présenter nos produits. Plus de 150 parents ont participé à cet après-midi convivial et plein de partage.
Coup de projecteur aujourd'hui sur une jeune entreprise monégasque lancée il y a moins d'un mois. ClickMeal réinvente la pause déjeuner en entreprise avec ses réfrigérateurs connectés. Un concept qui a déjà séduit l'hôtel Métropole. Les détails de Fabien Bonilla sur les images d'Alex Avial. C'est en quelque sorte une cantine digitale. C'est un nouveau concept en principauté. Les employés de l'hôtel Métropole peuvent désormais se retrouver dans le restaurant des collaborateurs pour choisir leur repas 7 jours sur 7. L'objectif, manger sainement des plats préparés, c'est le concept élaboré par la jeune société ClickMeal. Alors tout est produit à Fontvieille, donc par Costa, qui a été racheté maintenant et qui a une partie traiteur sur laquelle nous on a onboardé. Donc on crée des repas vraiment, il y a des repas qui sont créés pour le service ClickMeal. On propose des entrées plats, plats desserts. On peut aussi faire entrée plat dessert en fonction de son envie. On va proposer un peu de tout, des plats froids, des plats chauds, des salades, des pokés, des currys. Voilà, on va avoir des desserts. La particularité de ClickMeal, c'est que tout est fait maison. On bénéficie des boulangers qui font tous les pains maison, les pains à focaccia, les pâtissiers pour tout ce qui est viennoiserie. Et après, on a des cuisiniers qui font tous les repas, les salades au quotidien. 3 réfrigérateurs connectés sont remplis chaque matin par Monacours. Ce sont environ 150 formules de disponibles, que ce soit entrée et plat ou plat et dessert, une formule qui a séduit l'hôtel Métropole. On a fermé l'hôtel pendant 5 mois pour faire des rénovations des chambres et on en a profité pour faire des rénovations annexes, notamment pour les collaborateurs. Donc on voulait un vrai restaurant des collaborateurs où ils pouvaient se sentir bien et prendre une pause agréable. Donc on a fait appel à ClickMeal pour la nourriture, ce qui permet déjà d'avoir des plages horaires beaucoup plus étendues, parce qu'avant on avait des plages horaires simplement de 1h30, 2 heures pour venir manger le midi et le soir. Donc là, c'est toute la journée. Et puis ensuite, c'est tout local, tout est frais uniquement. Manger frais, local, à moindre coût, 12,90 € la formule, avec en plus un circuit éco-responsable. On a vraiment voulu travailler avec Ma Consigne pour travailler vraiment de bout en bout avec que du local. Donc tous les contenants Ma Consigne sont livrés au sein du laboratoire. Tout est mis sur place dans les contenants et ensuite on a mis à disposition des bornes Ma Consigne pour que les employés, une fois qu'ils ont consommé leur repas, puissent déposer les contenants directement dans les bornes et donc faire du quasiment 0 déchet. La démarche est intuitive, on crée un compte sur l'application ClickMeal et il suffit après de sélectionner sa formule sur l'écran tactile. ClickMeal a pour objectif de se développer. Il faut savoir que les entreprises monégasques intéressées par la solution d'Alexia Montero bénéficient d'une subvention gouvernementale pouvant aller jusqu'à 50% du montant de leur investissement. Bon à savoir, ça devrait en convaincre quelques-unes. Cette semaine, le Monaco Press Club a eu le plaisir de recevoir Raphaël Minder, journaliste et écrivain suisse de renom, correspondant pour le Financial Times, basé à Varsovie. Il couvre aujourd'hui une région clé de l'actualité internationale, l'Europe centrale. Auparavant, il a passé plus d'une décennie à Madrid, où il a été correspondant du New York Times pour l'Espagne et le Portugal. Bonsoir Raphaël Minder, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous. Vous êtes basé à Varsovie et vous couvrez le territoire de l'Europe centrale pour le Financial Times. La guerre en Ukraine est donc au cœur de votre travail depuis qu'elle a éclaté ? Oui, sans aucun doute, c'est un des grands sujets. Je suis arrivé à Varsovie en fait en 2022, juste quelques mois après la grande invasion de Poutine. Et donc, j'ai eu énormément de sujets liés à la guerre. Je ne couvre pas directement la guerre, j'ai des collègues en Ukraine, je ne suis pas sur le front, mais bien entendu, une grosse partie de ma thématique est en relation directe avec ce qui se passe en Ukraine. Tout le début de mon travail était très focalisé sur les questions des réfugiés. Et si les États-Unis et l'Europe allaient mettre en place un vrai soutien à Kiev. Et depuis, ça reste un gros sujet avec des hauts et des bas. Et bien entendu aussi, au niveau politique, ça influence énormément ce qui se passe dans tous les pays que je couvre. Puis il y a eu plusieurs élections. Il y en a encore une nouvelle ce dimanche présidentielle en Pologne. Et le sujet de l'Ukraine est au centre des débats. Un sujet que vous avez abordé au Yacht Club de Monaco. Quels sont les autres grands axes que vous avez évoqués face aux journalistes locaux ?
Eh bien, je pense répondre à toutes les questions qui les intéressent surtout, mais peut-être un peu par rapport à mon travail, comment je vois le travail de correspondant dans un secteur des médias qui bouge beaucoup, qui a aussi pas mal de problèmes, comme on le sait. Et puis, certainement, un peu la différente vision que j'ai peut-être étant beaucoup plus proche du front de la guerre que les gens ici à Monaco. Et la manière dont les médias internationaux couvrent les conflits également ? Oui, enfin moi je n'ai pas des opinions sur les conflits que je ne couvre pas, mais c'est clair qu'on va discuter sur ce que je connais un peu mieux, et ça c'est certainement comment les médias occidentaux ont couvert toutes ces relations et discussions récentes entre Trump, Poutine et Zelensky. Il y aura certainement des jeunes parmi votre audience. Quels conseils donneriez-vous à celles et ceux qui souhaiteraient devenir correspondants à l'étranger ? Eh bien, c'est un moment difficile, mais se lancer déjà. Beaucoup de correspondants que je connais ont commencé de façon un peu fortuite. Ils se sont retrouvés dans un endroit intéressant, ont fait des piges, ont un peu réussi à mettre leur nom dans des journaux de leur pays. Et une autre méthode, c'est bien entendu aussi d'essayer de trouver une thématique assez particulière qui pourrait un peu sortir, disons, des chemins battus et qui quand même pourrait intéresser des lecteurs à Monaco, en France ou dans n'importe quel autre pays. Il y a beaucoup de sujets, je trouve, qui sont souvent traités toujours de la même manière, et de les présenter à travers un regard sur notre société, ça peut être très enrichissant. Vous vous êtes focalisé également sur l'Espagne. Vous avez écrit 2 ouvrages centrés sur ce pays, puisque vous couvriez l'actualité pour le New York Times. Est-ce que vous pouvez nous décrire dans les grandes lignes le contenu de ces 2 livres ? Eh bien oui, en fait, un des livres, le premier, c'est sur la Catalogne. J'ai commencé à travailler sur ce livre. Je me suis rendu compte que le sujet était beaucoup plus compliqué, tendu et intéressant que ce que j'avais pensé. Et en fait, en recherchant le sujet, l'histoire s'est écrite, c'est-à-dire j'ai publié l'ouvrage littéralement la semaine où le Parlement régional catalan a voté une décision de tenir un référendum d'indépendance. Donc c'était pour moi une expérience incroyable, c'est-à-dire de faire des recherches, de parler à des gens qui, tout à coup, 2 ans plus tard, étaient littéralement, faisaient les grands titres de tous les journaux, des gens qui, au moment où je les avais abordés la première fois, étaient pratiquement inconnus, des petits maires de villes provinciales ou des avocats. Et donc, c'était une expérience incroyable. Et ensuite, ça m'a permis de rebondir sur un autre ouvrage plus global sur l'Espagne, sur comment j'avais justement perçu l'Espagne durant mes années là, et un peu toutes ces incroyables tensions qu'il y a à l'intérieur d'un pays qui quand même marche bien, qui est un des pays les plus touristiques, les plus visités du monde, et en fait tous ces paradoxes. Voilà, The Struggle of Catalonia et Esto es España, publié en 2017 et 2021, à découvrir absolument si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup, Raphaël Meinder, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Un peu plus de légèreté à présent. L'église réformée a accueilli hier soir le 5e concert de la voûte, placé cette fois sous le signe du chant lyrique. Devenu un rendez-vous incontournable de la scène culturelle monégasque, l'événement a une fois de plus conquis les mélomanes, comme vous allez le voir dans ce reportage de Gaëtan Lebrun et Alexandra Marangoni. Une soirée placée sous le signe de l'excellence musicale et de la nouveauté pour le concert de la voûte. À l'occasion de la 5e et avant-dernière édition de l'année, David Lefebvre et Catherine Nikitine ont misé sur l'innovation artistique en proposant pour la première fois du chant lyrique, tout en inaugurant l'orgue offert il y a plus de 40 ans par le prince Régnier III et qui n'avait encore jamais été utilisé. Nous avons choisi le chant lyrique parce que c'est un instrument
qui permet de mettre du texte. Et dans les concerts de la voûte, les habitués le savent, nous aimons bien parler avec notre public. Nous leur racontons toujours pourquoi nous avons choisi les pièces, en quoi elles nous touchent, en quoi elles ont des liens entre elles. Et l'avantage du chant lyrique, c'est qu'il y a le texte. Et donc là, on va avoir des extraits d'opéra, certains qui sont terrifiants, avec des histoires d'enfants sacrifiés, d'autres qui sont pleins d'amour, d'autres qui sont pleins de prières. Et ça, c'est ce que le texte permet et que la musique instrumentale ne permet pas. Cette église, l'église réformée, a, selon nous, Catherine Nikitine et moi-même, la contenance parfaite et l'acoustique parfaite. C'est-à-dire, il y a de la réverbération sans trop non plus en avoir, parce que sinon, vous savez, on vite, ça sonne trop et on perd un peu, ça manque de définition. Mais en même temps, il n'y a pas 700 personnes, c'est pas trop petit, c'est pas un salon où il y a 20 personnes. En fait, nous avons le lieu idéal pour ce genre de manifestation. C'est donc la voix de l'artiste italienne Simona Caressa qui a résonné hier dans l'église réformée, une cantatrice dont le destin est mêlé à celui de la principauté. Imaginez, Catherine et moi, on a fait le CNSM de Lyon et on se connaît depuis longtemps, mais je ne savais pas qu'elle habitait ici. Et un jour, en mangeant à Monaco, je suis rentrée dans un bar et je l'ai rencontrée. On s'est dit ah, « mais tu habites ici, mais depuis combien de temps ?» Voilà, on a retrouvé, c'était des retrouvailles. Et donc, elle m'a expliqué qu'elle il allait lancer cette saison très chouette des concerts de la voûte. Et c'était avec plaisir que j'ai accepté d'y participer. C'est vraiment un grand plaisir. Cette première saison des concerts de la voûte se terminera donc avec la 6e édition, prévue le 21 juin à l'occasion de la fête de la musique. Ils ne sont pas professionnels, mais le spectacle était tout aussi époustouflant. Les élèves de la section internationale du lycée Albert Ier ont offert au public cette semaine une plongée au cœur de l'époque élisabéthaine au Fort Antoine. Depuis 4 ans, dans le cadre du festival Shakespeare, ce lieu emblématique accueille leur représentation, faisant revivre le théâtre du célèbre dramaturge. Léa Dutrouille et Alex Avial. Être ou ne pas être sur scène, telle est la question que ne se posent plus les élèves du lycée Albert Ier. Pour la 4e année consécutive, la section internationale investit les pierres séculaires du Fort Antoine, théâtre à ciel ouvert pour faire résonner les vers de William Shakespeare. Alors je trouve que l'expérience est très unique parce que d'habitude les pièces de théâtre, elles se font en intérieur et je trouve que ça rajoute beaucoup d'atmosphère et c'est très intéressant. C'est aussi très drôle à jouer parce que de base ça change aussi du Shakespeare traditionnel qu'on apprend en cours parce que c'est plutôt une comédie alors que l'année dernière, enfin non, en 3e on a étudié du Roméo et Juliette et du coup je trouve que faire une comédie plutôt qu'une tragédie ou quelque chose comme ça change et ça agrandit notre culture théâtrale. Moi j'aime bien Seest Thou the Sweet Sight puisque j'aime bien la sonorité et je trouve en vrai que je n'utilise pas souvent des répliques de Shakespeare dans ma vie quotidienne, mais si j'en devrais en sortir une, je crois que ce serait celle-là. À Monaco, le barde de Stratford-upon-Avon n'est pas un simple auteur du passé, il devient ici le fil rouge d'un festival où la langue de Shakespeare épouse l'énergie de la jeunesse. Le temps de cette soirée, c'est la pièce Le songe d'une nuit d'été, A Midsummer Night's Dream, qui était interprétée. Tous les ans, je change la pièce. Donc je voulais une comédie parce que c'est plus facile pour les élèves, c'est plus facile de s'identifier au personnage, c'est plus facile d'improviser aussi sur scène, c'est plus léger. Et je trouve que ça vient clore l'année scolaire de façon joyeuse, puisque c'est aussi, il faut savoir que c'est une section qui existe depuis plus de 30 ans au lycée, et c'est l'occasion de nous retrouver à 2 moments clés dans l'année scolaire, à Noël, et puis pour le festival Shakespeare au Fort Antoine pour la 4e édition. Pour la première année, je vais avoir jusqu'à 22 élèves sur scène et au tout début, quand j'ai commencé, j'en avais à peine une dizaine. Et ce qui est super, c'est que ça concerne tous les niveaux au lycée, puisque c'est en dehors des heures de cours en fait, et c'est proposé aux élèves de seconde, aux élèves de première, aux élèves de terminale. Et il y a une grande solidarité, puisqu'ils ont beaucoup insisté sur justement le fait qu'ils se retrouvaient, que ça permettait de vivre la section autrement. Et c'est parce que justement, ils fréquentent des élèves qui sont d'autres niveaux. Pour la jeune troupe d'étudiants, le plaisir était plus que partagé.
C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un court instant, la météo de Marie Bonnet-Blanc, à la présentation de votre 19h demain, Christophe Paco. Et si vous les avez manqués, sachez que vous pouvez retrouver tous les podcasts Monaco Info via le QR code qui s'affiche sur votre écran, comme celui par exemple du chorégraphe et directeur des ballets de Monte-Carlo, Jean-Christophe Maillot. Belle soirée et excellente semaine. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver afin de faire le point sur le temps de demain. Malheureusement, le ciel sera couvert et nuageux. Côté température, il fera 21 degrés le matin et jusqu'à 23 degrés dans l'après-midi. Demain, nous souhaiterons une très belle fête à toutes les Blandines. Et puis, ce sera la journée mondiale des donuts. Alors oui, cette journée n'a pas grand intérêt, mais elle a un côté historique créé aux États-Unis. Évidemment, en 1938, elle rend surtout hommage aux femmes qui avaient servi des donuts aux soldats lors de la Première Guerre mondiale. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.